Imaginez un homme ayant changé toute une religion simplement pour obtenir un divorce. Un roi ayant fait décapiter 2 de ses 6 épouses et transformé durablement l'Angleterre. Voici l'histoire d'Henri VIII, le monarque le plus controversé de l'histoire anglaise, dont les désirs personnels ont façonné le destin d'une nation entière. Une chronique de pouvoir, de passion, de trahison et de sang que vous n'oublierez jamais. À la fin du XVe siècle, l'Angleterre sortait progressivement de plusieurs décennies de guerre civile, connue sous le nom de guerre des Roses. Les Tudors, une dynastie relativement récente, avaient enfin instauré une stabilité politique après la victoire d'Henri VII à la bataille de Bosworth Field en l'an 1485 après Jésus-Christ. Le pays respirait enfin, mais portait encore les cicatrices d'une période troublée durant laquelle les nobles s'entretuaient pour conquérir le trône anglais. C'est dans ce contexte de reconstruction et d'espoir qu'allait naître l'un des souverains les plus fascinants et les plus redoutés de l'Europe. Henri Tudor, futur Henri VIII, vint au monde le 28 juin 1491 après Jésus-Christ dans le fastueux palais de Greenwich. Dès son berceau, il était destiné à une existence de luxe et de privilèges, bien qu'il ne fût pas destiné au trône anglais. En tant que second fils, son éducation avait été méticuleusement organisée pour en faire un noble cultivé et raffiné, capable de servir la couronne de diverses manières. Ses précepteurs étaient les plus grands humanistes de l'époque, des hommes imprégnés de la Renaissance italienne qui introduisaient en Angleterre les théories pédagogiques les plus avancées. Le jeune Henri se distinguait par une intelligence exceptionnelle, maîtrisant aisément le latin, le français, l'espagnol et même un peu d'italien. Son attrait pour les études théologiques était remarquable et beaucoup pensaient qu'il embrasserait une carrière ecclésiastique, devenant peut-être cardinal ou archevêque influent. Outre cette formation intellectuelle raffinée, Henri grandit comme un véritable athlète. Sa taille impressionnante, atteignant 1,93 m à l'âge adulte, combiné à une force physique extraordinaire, en faisait un adversaire redoutable aux tournois médiévaux. Il pratiquait avec maîtrise l'escrime, la lutte, l'équitation et le tir à l'arc, au point d'épater les chevaliers les plus expérimentés de la cour. Sa passion pour la musique était tout aussi vive. Il composait des chansons, jouait du luth, du clavecin et de l'orgue avec une habileté professionnelle, et sa voix puissante résonnait dans les couloirs des palais royaux lors des soirées musicales et des festivités. L'association d'un esprit brillant, d'une force physique remarquable et d'un talent artistique faisait du jeune Henri une figure magnétique, suscitant l'admiration partout où il apparaissait. Pourtant, le destin avait d'autres projets pour ce second fils. Arthur, l'aîné et héritier direct du trône, était un jeune homme prometteur qui s'était marié stratégiquement à Catherine d'Aragon, fille des puissants rois catholiques d'Espagne. Ce mariage symbolisait une alliance essentielle pour l'Angleterre, reliant l'île aux grandes puissances européennes et assurant une stabilité internationale. Mais en l'an 1502 après Jésus-Christ, la tragédie frappa la famille royale. Arthur mourut soudainement à l'âge de 15 ans, victime d'une maladie mystérieuse que les médecins de l'époque ne purent ni identifier ni soigner. Ce décès prématuré bouleversa profondément Henri VII et toute la cour anglaise. En quelques semaines, Henri Tudor passa de second fils oublié à héritier direct de la couronne anglaise. Ce changement fut radical et immédiat. Toute son éducation devait être réorientée non plus pour former un noble cultivé, mais pour préparer un futur roi. De nouveaux précepteurs spécialisés en affaires politiques, militaires et diplomatiques furent convoqués pour compléter sa formation. Henri assimila rapidement ses nouvelles responsabilités, mais ce brusque changement de statut accentua aussi des aspects problématiques de sa personnalité, auparavant restés latents durant une jeunesse relativement insouciante. Les premiers signes de son arrogance et de son impatience commencèrent à s'affirmer plus nettement. Il avait toujours été fier de ses compétences, mais cette fierté se transformait désormais en une conviction dangereuse de sa supériorité intellectuelle et morale. Lorsqu'il était contredit ou questionné,
Ses réactions devenaient excessivement violentes, révélant un tempérament explosif qui inquiétait certains courtisans expérimentés. Parallèlement, son charisme naturel s'intensifiait. Henri possédait une présence magnétique qui envahissait tout lieu où il entrait. Son rire était communicatif, ses conversations brillantes, et sa capacité à faire sentir les autres spéciaux était exceptionnelle. Nobles, ambassadeurs étrangers et même domestiques étaient véritablement charmés après avoir échangé avec lui. Ce mélange de charme irrésistible et de tempérament potentiellement dangereux formait une personnalité complexe et fascinante. Durant ses dernières années en tant que prince héritier, Henri commença à montrer les signes de l'obsession qui marquerait tout son règne. Le besoin impérieux de contrôler entièrement les personnes et les situations autour de lui. Lorsque ses volontés étaient immédiatement satisfaites, il se montrait généreux, amusant et inspirant. Face à la moindre résistance, même subtile, sa colère pouvait devenir terrifiante. Les courtisans expérimentés apprirent rapidement à décoder les changements d'humeur et à adapter leur comportement en conséquence. Son éducation humaniste lui avait donné un goût sincère pour la justice et la vérité, mais ses valeurs étaient toujours filtrées par sa propre perspective. Pour Henri, la vérité et la justice devaient naturellement coïncider avec ses désirs et ses convictions. Cette particularité deviendrait essentielle pour comprendre les décisions radicales qu'il prendrait en tant que roi, notamment ses ruptures spectaculaires avec des traditions séculaires quand celles-ci contredisaient ses objectifs personnels. La mort d'Henri VII, le 21 avril 1509 après Jésus-Christ, marqua le début d'une nouvelle ère pour l'Angleterre. Henri VIII monta sur le trône à l'âge de 17 ans, entouré d'une aura d'espoir et d'enthousiasme qui gagnait toute la nation. Son couronnement à Westminster fut un spectacle somptueux, reflétant à la fois la richesse croissante de l'Angleterre et la personnalité extravagante du nouveau monarque. Des foules enthousiastes se pressaient dans les rues de Londres pour apercevoir le jeune roi, dont l'apparence impressionnante et l'énergie contagieuse promettaient une monarchie dynamique et prospère. Quelques semaines seulement après son couronnement, Henri prit une décision qui définirait les premières années de son règne et poserait les bases de futures complications dramatiques. Il épousa Catherine d'Aragon, la veuve de son frère défunt Arthur, lors d'une cérémonie privée mais symboliquement puissante. Cette union n'était pas uniquement une affaire sentimentale, bien qu'Henri manifestât une affection sincère pour sa nouvelle reine. Elle représentait avant tout une manœuvre politique stratégique consolidant l'alliance entre l'Angleterre et l'Espagne, deux puissances ayant besoin l'une de l'autre face aux ambitions expansionnistes de la France. Catherine était une femme exceptionnelle selon les normes de son époque. Fille d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon, les célèbres rois catholiques ayant chassé les Maures de la péninsule ibérique et financé les expéditions de Christophe Colomb, elle bénéficiait d'une éducation raffinée et d'une intelligence politique aiguë qui impressionnait ambassadeurs et nobles étrangers. Elle parlait couramment le latin, le français, l'anglais et bien sûr l'espagnol, et possédait de solides connaissances en théologie, philosophie et littérature classique. Sa dévotion religieuse était profonde, sans être fanatique, et sa capacité à naviguer dans les complexités de la politique internationale était remarquable. Ce mariage apporta initialement un immense prestige à Henri VIII. L'alliance avec l'Espagne plaçait l'Angleterre comme un acteur majeur sur l'échiquier européen, capable d'influencer conflits et négociations continentales. Les ambassadeurs français, qui traitaient auparavant les représentants anglais avec une condescendance mal dissimulée, devaient désormais faire preuve de beaucoup plus de prudence et de respect dans leurs échanges diplomatiques. L'empereur Charles Quint, neveu de Catherine et l'une des figures les plus puissantes d'Europe, traitait Henri comme un allié précieux dont les opinions méritaient une attention sérieuse. Pendant les premières années de son règne, Henri jouit d'une popularité extraordinaire auprès de ses sujets. Sa jeunesse, son énergie et son apparente sincérité contrastaient vivement avec l'image plus austère et calculatrice de son prédécesseur.
Il organisait des fêtes somptueuses, des tournois spectaculaires et des célébrations publiques démontrant à la fois sa générosité et son goût pour l'ostentation. Les caisses royales, soigneusement remplies durant le règne plus économe d'Henri VII, permettaient ce genre d'extravagance sans compromettre gravement les finances du royaume. La noblesse anglaise répondit avec enthousiasme à ce nouveau style de monarchie. Henri comprenait instinctivement l'importance de maintenir les nobles engagés et satisfaits, en leur offrant des occasions de participer à ses divertissements, de concourir dans ses tournois et de briller à sa cour. Son exceptionnelle habileté aux sports médiévaux, notamment les tournois de chevalerie, où il battait souvent des adversaires bien plus expérimentés, lui valait une admiration sincère, même de ceux qui auraient pu éprouver de l'envie. Parallèlement, les premiers signes de la pression, qui définirait une grande partie de son règne et de sa vie privée, commençaient à apparaître. La question de la succession, bien qu'elle ne fût pas encore critique en raison de la jeunesse du roi, préoccupait déjà les conseillers politiques les plus avisés. Henri devait engendrer un héritier mâle pour assurer la pérennité de la dynastie Tudor et éviter de futures guerres de succession qui pourraient ravager à nouveau l'Angleterre. Cette pression était renforcée par les ambitions personnelles d'Henri, qui rêvait d'établir une dynastie durable, surpassant les réalisations de ses prédécesseurs et de ses rivaux contemporains. Catherine tomba enceinte plusieurs fois durant les premières années de leur mariage, mais ces grossesses se soldèrent systématiquement par des fausses couches, des morts-nés ou des enfants décédés peu après la naissance. L'unique exception fut Marie, née en l'an 1516 après Jésus-Christ, qui survécut et devint plus tard une figure historique majeure. Toutefois, pour Henri et selon la mentalité politique de l'époque, une fille ne résolvait pas adéquatement la question de la succession. Bien que Marie pût théoriquement hériter du trône, les précédents historiques indiquaient que les règnes féminins étaient problématiques et potentiellement instables. La pression psychologique sur le couple royal augmentait progressivement mais inexorablement. Henri commença à interpréter ces échecs répétés non comme de simples malchances ou des problèmes médicaux naturels, mais comme des signes possibles de désapprobation divine. Son éducation théologique solide l'amenait à chercher des explications spirituelles aux difficultés pratiques, une tendance qui s'intensifierait dramatiquement dans les années suivantes et aboutirait à des décisions transformant entièrement la structure religieuse de l'Angleterre. La décennie 1520, après Jésus-Christ, apporta des changements fondamentaux dans la vie personnelle d'Henri VIII, dont les répercussions marquèrent profondément l'histoire anglaise, bien au-delà de toute prévision. C'est durant cette période qu'Anne Boleyn entra définitivement dans l'orbite du roi, transformant ce qui aurait pu rester une simple liaison royale en une obsession qui détruisit des traditions millénaires et redéfinirait la notion même d'autorité monarchique en Angleterre. Anne ne possédait pas la beauté conventionnelle valorisée à l'époque, mais compensait ce défaut par une intelligence vive, une personnalité magnétique et une sophistication culturelle acquise lors de plusieurs années d'éducation à la cour française, unanimement reconnue comme la plus raffinée d'Europe. Sa capacité à entretenir des conversations stimulantes sur la littérature, la musique, la théologie et la politique impressionnait sincèrement Henri, habitué à être entouré de courtisans rarement osant le contredire ou le défier intellectuellement. Plus crucialement, Anne faisait preuve d'une habileté politique exceptionnelle, lui permettant de naviguer dans les complexités de la cour sans céder facilement aux avances du roi. Contrairement aux maîtresses précédentes d'Henri, qui avaient accepté rapidement les arrangements discrets traditionnellement offerts aux femmes dans sa position, Anne insista dès le départ qu'elle ne se contenterait de rien moins qu'un mariage légitime et la reconnaissance en tant que reine. Cette attitude audacieuse frustra et fascina à la fois Henri, créant une dynamique psychologique qui intensifia sa passion bien au-delà d'une simple attirance physique. L'obsession d'Henri de produire un héritier mâle légitime s'associait parfaitement à l'ambition d'Anne de devenir reine, formant une alliance qui semblait capable de surmonter tout obstacle.
Henri commença à réinterpréter sa situation conjugale à travers des prismes théologiques de plus en plus créatifs, affirmant que son mariage avec Catherine avait été fondamentalement nul dès le départ, car elle avait été précédemment mariée à son frère Arthur. Il citait des passages bibliques, notamment du Lévitique, interdisant aux hommes d'épouser la veuve de leur frère, interprétant les échecs répétés du couple en matière de descendance comme une preuve évidente de la désapprobation divine. Ces arguments théologiques étaient soutenus par une équipe croissante d'érudits et de clercs que Henri avait réussi à convaincre ou à intimider pour qu'ils appuient son interprétation des Écritures. Toutefois, la situation se compliquait gravement en raison des implications politiques internationales d'une éventuelle annulation. Catherine n'était pas seulement l'épouse d'Henri, mais aussi la tante de l'empereur Charles Quint, l'une des figures les plus puissantes de la chrétienté européenne. Tout manque de respect public envers elle serait inévitablement perçu comme une insulte directe à l'empereur et à l'Espagne, avec des conséquences diplomatiques et potentiellement militaires pouvant être désastreuses pour l'Angleterre. Plus problématique encore, le pape, seule autorité reconnue pouvant annuler les mariages royaux chrétiens, se trouvait dans une position politique extrêmement délicate vis-à-vis de Charles Quint. Le sac de Rome par les troupes impériales en l'an 1527 après Jésus-Christ avait violemment démontré la vulnérabilité du pape face au pouvoir temporel de l'empereur. Clément VII, le pape de l'époque, ne pouvait simplement pas risquer de provoquer Charles Quint en accordant une annulation humiliant publiquement la tante de l'empereur, indépendamment de la valeur théologique des arguments présentés par Henri. Pendant plus de 6 ans, Henri tenta toutes les manœuvres diplomatiques, juridiques et théologiques imaginables pour obtenir l'annulation souhaitée. Il envoya des ambassadeurs spéciaux à Rome, finança des études théologiques approfondies, exerça des pressions sur les universités européennes pour qu'elles soutiennent son interprétation des Écritures, et envisagea même des négociations politiques pouvant bénéficier au pape sur d'autres questions. Tous ces efforts se révélèrent vains face à la réalité politique fondamentale. Le pape ne pouvait accorder l'annulation sans risquer des conséquences dévastatrices pour l'ensemble de l'Église catholique. La frustration croissante d'Henri se transforma progressivement en une fureur froide et calculée, remettant en question non seulement la décision du pape, mais la légitimité même de l'autorité papale sur les affaires anglaises. Des conseillers influents comme Thomas Cranmer et Thomas Cromwell commencèrent à explorer des précédents historiques et des arguments juridiques pouvant justifier une rupture totale avec Rome, présentant au roi des possibilités qui semblaient au départ impensables, mais qui acquéraient peu à peu une logique interne convaincante. En l'an 1532 après Jésus-Christ, Henri prit enfin la décision qui changerait à jamais le cours de l'histoire anglaise et européenne. Il rompit officiellement avec Rome et se proclama chef suprême de l'Église en Angleterre, instaurant une nouvelle structure religieuse plaçant l'autorité monarchique au-dessus de l'autorité papale sur toutes les questions concernant l'Angleterre. Cette décision n'était pas simplement impulsive ou émotionnelle, mais représentait une révolution administrative et théologique soigneusement planifiée, redéfinissant fondamentalement le rapport entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel dans le royaume anglais. La création de l'Église anglicane permit à Henri d'obtenir enfin l'annulation de son mariage avec Catherine et d'épouser légitimement Anne Boleyn. Mais les conséquences de cette décision allaient bien au-delà de ses besoins matrimoniaux immédiats. Le mariage secret entre Henri VIII et Anne Boleyn en novembre 1532 après Jésus-Christ, suivi de la cérémonie officielle en mai de l'année suivante, marqua l'apogée de l'une des transformations politiques et religieuses les plus dramatiques de l'histoire européenne. Anne, désormais couronnée reine d'Angleterre lors d'une cérémonie fastueuse à Westminster, semblait avoir atteint tout ce pourquoi elle avait lutté durant des années de manœuvres minutieuses et de résistance stratégique aux avances du roi. Sa grossesse, visible lors de son couronnement, alimentait de grands espoirs qu'elle donnerait enfin à Henri, l'héritier masculin qu'il avait tant désiré,
au point de transformer entièrement la structure religieuse de son royaume. Pourtant, le destin réservait une ironie cruelle révélant des aspects de plus en plus sombres de la personnalité royale. Le 7 septembre 1533 après Jésus-Christ, Anne accoucha non du prince tant attendu, mais d'une fille qui serait baptisée Élisabeth. Bien que l'enfant fût manifestement en bonne santé et intelligente, son sexe constitua une déception dévastatrice pour Henri, qui avait interprété sa passion pour Anne et les premiers succès de sa rupture avec Rome comme des signes divins qu'il obtiendrait enfin le fils nécessaire pour assurer la succession Tudor. La déception initiale se transforma peu à peu en suspicion, puis en ressentiment, lorsqu'Anne subit plusieurs fausses couches, dont une qui aurait pu être un garçon en janvier 1536, après Jésus-Christ. Pour Henri, ces échecs résonnaient de façon troublante avec les difficultés qu'il avait connues avec Catherine d'Aragon, suggérant peut-être que ces problèmes dynastiques n'étaient pas simplement dus à un mariage théologiquement invalide, mais à une malédiction ou une désapprobation divine plus profonde qu'il ne comprenait pas encore. Parallèlement, Anne découvrait que régner en Angleterre était bien plus dangereux et contraignant qu'elle ne l'avait imaginé durant ses années d'influence en tant que maîtresse. En tant que reine consort, chaque aspect de son comportement était impitoyablement scruté par les courtisans, les ambassadeurs étrangers et le roi lui-même, qui attendait d'elle une dignité sereine bien différente de la vivacité, parfois provocante, qui l'avait séduit au départ. Son intelligence aiguë et ses opinions politiques affirmées, qualité attrayante, lorsqu'elle était une courtisane indépendante, étaient désormais souvent perçues comme des ingérences inappropriées dans les affaires d'État, réservées au seul domaine du roi. La situation se détériora rapidement quand Anne manifesta de la jalousie face aux attentions que Henri portait à d'autres femmes de la cour, notamment Jane Seymour, une dame de compagnie jeune et apparemment modeste, offrant un contraste marqué avec la personnalité plus affirmée d'Anne. Les conflits entre le couple royal devinrent de plus en plus fréquents et publics, créant une atmosphère de tension constante qui contaminait toute la cour et inquiétait les conseillers politiques conscients des dangers de l'instabilité monarchique. Henri commença à réinterpréter rétrospectivement sa relation avec Anne à travers des prismes de plus en plus négatifs, se demandant si sa passion initiale avait été le fruit d'un enchantement surnaturel ou d'une manipulation calculée plutôt qu'un amour sincère. Cette réinterprétation paranoïaque fut habilement exploitée par les ennemis politiques d'Anne, en particulier Thomas Cromwell, devenu une figure extrêmement influente au gouvernement royal, qui voyait dans la chute d'Anne une opportunité de consolider davantage son pouvoir. En 1536 après Jésus-Christ, une série d'accusations accablantes fut officiellement portée contre Anne Boleyn, notamment des allégations d'adultère multiples avec plusieurs hommes de la cour, d'inceste avec son propre frère George Boleyn, et même de trahison envers le roi par complot d'assassinat. Ces accusations étaient presque certainement fabriquées ou gravement exagérées, basées sur des preuves circonstancielles extrêmement minces et des témoignages obtenus par la torture ou l'intimidation. Elles fournirent toutefois à Henri la justification légale nécessaire pour se débarrasser d'une épouse devenue gênante et frustrante. Le procès d'Anne fut une mascarade judiciaire soigneusement orchestrée, le verdict étant prédéterminé et les procédures légales manipulées pour garantir une condamnation. Malgré cela, Anne fit face à ses accusateurs avec une dignité impressionnante, niant fermement toutes les accusations et présentant des défenses logiques exposant les incohérences évidentes des allégations. Son éloquence lors du procès impressionna même certains de ses ennemis, qui reconnurent son courage extraordinaire face à une situation désespérée. Le 19 mai 1536, après Jésus-Christ, Anne Boleyn fut exécutée par décapitation à la Tour de Londres, devenant la première reine anglaise exécutée sur ordre de son propre mari. Sa mort marqua un tournant décisif dans l'évolution de la personnalité d'Henri VIII, démontrant qu'il était prêt à détruire quiconque, indépendamment de sa position ou de ses liens passés, dès lors que cette personne devenait un obstacle à ses objectifs ou désirs.
L'exécution d'Anne établit également un précédent terrifiant, influençant profondément toutes ses relations ultérieures. À peine 24 heures après l'exécution d'Anne Boleyn, Henri VIII démontra sa capacité extraordinaire à compartimenter les événements traumatisants en épousant Jane Seymour lors d'une cérémonie privée mais symboliquement significative. Cette rapidité choquante révélait non seulement la nature calculatrice d'Henri, mais aussi son besoin désespéré de maintenir l'illusion que chaque nouvelle relation résoudrait enfin ses problèmes dynastiques et personnels persistants. Jane représentait un contraste délibéré et stratégique avec Anne Boleyn sur presque tous les aspects imaginables. Là où Anne avait été affirmée et intellectuellement provocante, Jane cultivait une image de modestie soumise et de dévotion religieuse traditionnelle, plus conforme aux attentes conventionnelles de la féminité royale. Sa famille, bien que respectable, n'avait pas les ambitions politiques des Boleyn, réduisant ainsi théoriquement les risques de complications futures. Plus crucialement, Jane tomba rapidement enceinte et mena sa grossesse à terme, donnant enfin à Henri le fils tant désiré, pour lequel il avait tant risqué et détruit tant de vies. Édouard VI naquit le 12 octobre 1537 après Jésus-Christ, dans une explosion de célébration nationale qui semblait valider rétrospectivement toutes les décisions controversées qu'Henri avait prises durant la décennie précédente. La naissance du prince fut interprétée comme une confirmation divine qu'Henri était enfin sur la bonne voie, tant sur le plan personnel que politique. Toutefois, la joie fut cruellement éphémère. Jane développa des complications post-partum que les médecins de l'époque ne purent soigner, décédant de fièvre puerpérale seulement 12 jours après l'accouchement. Sa mort bouleversa profondément Henri, qui avait développé une affection sincère pour cette épouse, ayant enfin comblé son plus grand désir. Contrairement à ses relations antérieures, marquées par une passion intense mais compliquée par des enjeux politiques et personnels, son mariage avec Jane lui avait apporté une stabilité émotionnelle qu'il n'avait pas connue depuis sa jeunesse. Pendant plus de 2 ans après la mort de Jane, Henri resta veuf, apparemment incapable de faire son deuil et réticent à risquer à nouveau les complications émotionnelles d'un nouveau mariage. Toutefois, des pressions politiques internationales le poussèrent finalement à envisager une 4e union. Thomas Cromwell, désormais son principal conseiller, argumenta avec conviction qu'un mariage stratégique avec une princesse protestante allemande pourrait renforcer considérablement la position internationale de l'Angleterre dans une Europe de plus en plus polarisée entre catholiques et protestants. Anne de Clèves fut choisie sur la base de rapports diplomatiques favorables et d'un portrait peint par Hans Holbein, montrant une apparence attrayante et digne. Toutefois, quand Anne arriva en Angleterre en décembre 1539 après Jésus-Christ, Henri fut immédiatement déçu par son apparence réelle et son incapacité à communiquer correctement en anglais. Le mariage, célébré en janvier de l'année suivante, fut un désastre dès le départ. Henri trouvait Anne physiquement repoussante et culturellement incompatible, tandis qu'Anne, quant à elle, semblait intimidée par la personnalité dominatrice du roi et par les complexités de la cour anglaise. En juin 1540 après Jésus-Christ, seulement 6 mois après le mariage, Henri obtint une annulation en affirmant que l'union n'avait jamais été pleinement consommée. Anne, faisant preuve d'une sagesse politique remarquable, coopéra pleinement au processus d'annulation et accepta une généreuse compensation financière, obtenant le titre de « chère sœur du roi » et une pension confortable à vie. Sa coopération intelligente lui sauva la vie et lui assura une retraite relativement paisible en Angleterre. Presque immédiatement après son annulation avec Anne de Clèves, Henri épousa Catherine Howard, une jeune femme d'environ 20 ans dont la vivacité et l'apparente innocence le fascinèrent complètement. Catherine était cousine d'Anne Boleyn, mais sa personnalité était très différente, moins sophistiquée intellectuellement, mais plus spontanément affectueuse et apparemment dépourvue des ambitions politiques calculées qui caractérisaient Anne. Initialement, cette relation apporta une nouvelle énergie à la vie d'Henri, qui entrait dans sa 5e décennie et commençait à montrer des signes évidents de déclin physique et émotionnel. Toutefois,
Catherine avait eu des relations amoureuses avant son mariage, un fait qu'elle tenta imprudemment de cacher au roi. Lorsque des preuves de ces relations passées refirent surface, combinées à des allégations selon lesquelles elle continuait de correspondre secrètement avec d'anciens amants, Henri interpréta ces révélations comme une trahison fondamentale justifiant les punitions les plus sévères. En février 1542 après Jésus-Christ, Catherine Howard fut exécutée à la Tour de Londres, devenant la deuxième reine d'Henri à mourir sur l'échafaud. Sa jeunesse et son apparente innocence rendirent son exécution particulièrement choquante, même selon les normes d'une époque habituée à la violence politique. La mort de Catherine marqua un nouveau durcissement de la personnalité d'Henri, montrant que sa paranoïa et sa cruauté s'intensifiaient avec l'âge et les traumatismes émotionnels répétés de ses relations malheureuses. En juillet 1543 après Jésus-Christ, Henri VIII se maria pour la 6e et dernière fois avec Catherine Parr, une veuve de 31 ans dont la maturité, l'intelligence et l'expérience de vie représentaient un choix radicalement différent de ses précédentes épouses. Catherine avait déjà été mariée 2 fois et possédait une sophistication sociale et émotionnelle, lui permettant de naviguer avec plus d'habileté que ses prédécesseurs plus jeunes et inexpérimentés dans les complexités croissantes de la personnalité royale. Son éducation humaniste était exceptionnelle même selon les normes aristocratiques de l'époque, incluant la maîtrise du latin, du français et de l'italien, ainsi que de solides connaissances en théologie, philosophie et littérature classique, lui permettant des conversations intellectuellement stimulantes avec le roi. Plus important encore, Catherine faisait preuve d'une capacité remarquable à gérer le tempérament de plus en plus instable d'Henri, évitant soigneusement les sujets pouvant provoquer ses accès de colère tout en offrant une compagnie intellectuelle et émotionnelle qu'il appréciait sincèrement. Son expérience antérieure en tant qu'épouse et belle-mère lui avait enseigné des compétences diplomatiques domestiques qui se révélèrent inestimables pour gérer un mari devenant progressivement plus difficile, paranoïaque et affaibli physiquement. L'un de ses plus grands accomplissements fut de réussir à réconcilier Henri avec ses 2 filles, Marie et Élisabeth, déclarées illégitimes lors des réorganisations matrimoniales dramatiques précédentes du roi. Grâce à une combinaison habile de persuasion subtile, de timing stratégique et de présentation astucieuse d'arguments s'adressant à la fois aux instincts paternels et aux considérations politiques d'Henri, Catherine parvint à le convaincre de réintégrer ses filles dans l'ordre de succession par le biais de l'acte de succession de 1544 après Jésus-Christ. Cette réconciliation apporta non seulement une stabilité émotionnelle précieuse à la famille royale, mais régla aussi des questions de succession potentiellement problématiques pouvant entraîner des crises dynastiques après la mort d'Henri. Durant les dernières années de son règne, Catherine fonctionna effectivement comme infirmière, conseillère et gestionnaire domestique, s'occupant non seulement des besoins personnels de plus en plus complexes du roi, mais supervisant aussi l'éducation des enfants royaux et maintenant une certaine stabilité dans une cour devenue de plus en plus tendue et imprévisible. Sa présence calme et compétente offrait un contraste saisissant avec le chaos émotionnel qui avait caractérisé les unions matrimoniales précédentes d'Henri. Toutefois, même Catherine n'était pas totalement à l'abri de la paranoïa croissante du roi. En 1546 après Jésus-Christ, elle faillit être arrêtée et exécutée lorsque ses opinions religieuses réformistes furent interprétées par ses ennemis politiques comme une preuve d'hérésie dangereuse. Seule sa soumission habile et sa capacité à convaincre Henri que ses convictions religieuses étaient compatibles avec l'orthodoxie anglicane qu'il avait établie lui sauvèrent la vie. Cet incident montrait que même l'épouse la plus diplomate et prudente d'Henri n'était pas complètement protégée contre ces changements d'humeur imprévisibles et potentiellement mortels. La santé physique d'Henri s'était gravement détériorée durant la décennie 1540 après Jésus-Christ. L'athlète impressionnant de sa jeunesse s'était transformé en un homme obèse,
chroniquement malade et de plus en plus immobilisé par des plaies aux jambes refusant de guérir. Son poids avait dépassé 150 kg, provoquant des problèmes respiratoires et circulatoires, affectant sa clarté mentale et son contrôle émotionnel. Les blessures à ses jambes, probablement dues à des accidents durant des tournois de jeunesse, s'étaient infectées chroniquement et dégageaient une odeur putride, rendant sa présence physique désagréable, même pour les courtisans habitués aux conditions sanitaires précaires de l'époque. Plus inquiétant encore était la détérioration manifeste de sa stabilité mentale. Henri avait toujours eu un tempérament instable, mais durant ces dernières années, cette instabilité s'était transformée en une paranoïa réelle, le poussant à soupçonner des trahisons et des complots là où il n'y avait probablement que des désaccords normaux ou des malentendus innocents. Des courtisans ayant fidèlement servi pendant des décennies découvraient que des remarques anodines pouvaient être réinterprétées comme des preuves de désobéissance, entraînant arrestation, torture ou exécution. L'atmosphère à la cour devint asphyxiante, chacun marchant constamment sur un fil entre plaire au roi et éviter toute parole mal interprétée. Catherine Parr navigua dans cet environnement de plus en plus dangereux avec une habileté extraordinaire. Mais elle reconnaissait elle-même que sa survie dépendait fondamentalement de la mort naturelle d'Henri avant qu'un changement imprévisible de son humeur ne la mette en danger mortel. Sa stratégie consistait à rester aussi utile et agréable que possible, tout en se préparant discrètement à la transition politique inévitable après la mort du roi. Elle entretenait soigneusement des relations avec des figures susceptibles d'être influentes durant la régence du jeune Édouard VI, veillant toujours à ne pas paraître trop ambitieuse ou menaçante pour les intérêts d'Henri. Durant ces dernières années, Henri devint aussi obsessionnellement préoccupé par son héritage historique. Il commanda des portraits grandioses, minimisant sa dégradation physique et soulignant sa majesté royale, rédigea des traités théologiques justifiant ses choix religieux, et supervisa attentivement l'éducation d'Édouard VI pour s'assurer que son fils poursuivrait les politiques qu'il avait instaurées. Son besoin de contrôler non seulement le présent, mais aussi les interprétations futures de son règne, révélait une profonde insécurité quant à la manière dont l'histoire jugerait ses actes extraordinaires et souvent brutaux. Malgré tous ses efforts pour projeter puissance et contrôle, Henri perdait clairement la bataille contre son propre corps et son esprit en déclin. Ces derniers mois furent marqués par une douleur physique constante, des épisodes de confusion mentale et des accès de colère effrayant même ses conseillers les plus proches et loyaux. L'ironie de sa situation était profonde. L'homme ayant transformé une nation entière pour satisfaire ses désirs personnels découvrait que même le pouvoir royal absolu ne pouvait le protéger des réalités inéluctables de la mortalité humaine et de la dégradation physique. Les matinées glacées de janvier 1547 après Jésus-Christ apportèrent la fin inévitable à l'un des règnes les plus dramatiques et transformateurs de l'histoire anglaise. Henri VIII mourut le 28 janvier, aux premières heures du matin au palais de Whitehall, entouré seulement par quelques courtisans fidèles ayant survécu au danger de servir un monarque de plus en plus imprévisible et paranoïaque. Sa mort ne fut pas soudaine, mais le résultat de semaines de déclin progressif, durant lesquelles il devint évident que même les meilleurs médecins de l'époque ne pouvaient inverser les dégâts accumulés par des décennies d'excès physiques et de stress émotionnel intense. Durant ces derniers jours de lucidité, Henri alternait entre des moments de clarté mentale surprenante et des périodes de confusion où il semblait ne plus reconnaître complètement son environnement ni les personnes autour de lui. Dans ces moments lucides, il exprimait une préoccupation obsessionnelle pour les arrangements de la régence d'Édouard VI, qui monterait sur le trône à seulement 9 ans. Henri avait passé des mois à rédiger des instructions détaillées sur la gouvernance du royaume, durant la minorité de son fils, révélant une dernière tentative désespérée de contrôler des événements au-delà de sa propre mort. Selon les témoignages contemporains, ces dernières paroles incluaient des références aux moines et des déclarations fragmentées sur son âme et son rapport à Dieu,
suggérant qu'il conservait jusqu'à la fin une certaine préoccupation face aux implications spirituelles de ses actes durant sa vie. Toutefois, aucune preuve n'indique qu'il exprima un véritable repentir pour les exécutions qu'il avait ordonnées ou les vies qu'il avait détruites durant ces 6 décennies d'existence tumultueuse. La nouvelle de la mort du roi fut d'abord gardée secrète près de 3 jours, le temps que le conseil privé finalise les arrangements de transition politique et se prépare à d'éventuels troubles publics. Lorsqu'elle fut enfin rendue publique, la réaction populaire fut complexe et contradictoire. Certains pleurèrent sincèrement la disparition d'un monarque qui, malgré ses cruautés, avait assuré stabilité politique et prospérité économique durant une grande partie de son règne. D'autres accueillirent la nouvelle avec un soulagement à peine dissimulé, espérant que sa mort inaugurerait une ère de plus de prévisibilité et moins d'exécutions arbitraires. Les funérailles d'Henri VIII furent un spectacle grandiose, rivalisant avec son couronnement en magnificence et symbolisme politique. Son corps fut transporté de Londres au château de Windsor dans une procession solennelle durant plusieurs jours, permettant aux sujets de tout le royaume de lui rendre un dernier hommage. Des foules s'alignaient le long des routes pour voir passer le cortège funéraire, nombreuses, manifestant une émotion sincère malgré les aspects problématiques du règne qui s'achevait. Il fut inhumé dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, dans un tombeau élaboré initialement prévu pour lui et Jane Seymour, la seule de ses 6 épouses pour laquelle il avait conservé un attachement durable jusqu'à la fin de sa vie. Le choix d'être enterré auprès de Jane plutôt qu'auprès d'une autre de ses épouses, était symboliquement significatif, reflétant sa conviction qu'elle avait été sa seule compagne véritablement satisfaisante et réussie. L'héritage immédiat d'Henri VIII était à la fois impressionnant et profondément problématique. Il avait transformé l'Angleterre d'un royaume périphérique relativement insignifiant en une puissance européenne respectée, instauré une nouvelle structure religieuse libérant la nation de l'autorité papale et créé des précédents juridiques et administratifs influençant le développement politique anglais durant des siècles. Son mécénat des arts et de l'éducation contribua grandement au florilège culturel caractérisant l'ère élisabéthaine ultérieure. Cependant, ces réussites furent obtenues par des méthodes incluant des exécutions massives d'opposants politiques et religieux, la destruction systématique d'institutions monastiques ayant fourni des services sociaux essentiels pendant des siècles, et la création de précédents dangereux sur le pouvoir absolu des monarques, sur la vie et la mort de leurs sujets. L'Angleterre que laissa Édouard VI était plus puissante et indépendante que celle qu'Henri avait reçue, mais aussi une société traumatisée par des décennies de changements violents et d'instabilité politique constante. La transformation religieuse initiée par Henri resta irréversible, établissant l'Angleterre comme une nation fondamentalement protestante, se définissant en opposition au catholicisme continental durant les siècles suivants. Ce changement eut des conséquences profondes non seulement sur l'histoire anglaise, mais aussi sur le développement du christianisme mondial, influençant les mouvements réformistes ailleurs et contribuant aux guerres de religion qui ravagèrent l'Europe au XVIe siècle et au-delà. Peut-être plus significativement, Henri VIII établit un nouveau modèle de monarchie absolue, imité et adapté par d'autres souverains européens, démontrant comment un dirigeant suffisamment déterminé et implacable pouvait transformer entièrement les structures politiques, religieuses et sociales traditionnelles d'une nation par une combinaison de force, de manipulation légale et de propagande habile. Son règne devint un cas d'étude classique sur les possibilités et les dangers du pouvoir politique concentré entre les mains d'un individu charismatique mais moralement discutable. Lorsque les historiens futurs évalueraient le règne d'Henri VIII, ils reconnaîtraient qu'il avait irrévocablement changé le cours de l'histoire anglaise et européenne, mais continueraient de débattre si ces changements représentaient fondamentalement un progrès ou un recul pour l'humanité.
Sa vie avait montré à la fois les possibilités extraordinaires et les dangers terribles de concentrer un pouvoir absolu entre les mains d'une personne dont les désirs personnels ne coïncidaient pas toujours avec le bien-être de ses sujets ou des principes moraux universellement acceptés. L'histoire des 6 mariages d'Henri VIII reste l'un des récits les plus fascinants et troublants de l'Europe, révélant les intersections complexes entre pouvoir politique, désirs personnels et destin individuel qui définirent l'expérience humaine à la Renaissance. Catherine d'Aragon, divorcée après des années de mariage fidèle, passa ses dernières années en exil et oubliée. Mourant en 1536 après Jésus-Christ, sans jamais accepter la validité du divorce ayant détruit sa vie. Anne Boleyn, décapitée en 1536 après Jésus-Christ, paya de sa vie son ambition de devenir reine et son incapacité à produire l'héritier masculin qu'Henri désirait désespérément. Sa fille Élisabeth devint finalement l'une des plus grandes reines de l'histoire anglaise, prouvant ironiquement que le sexe féminin, tant décevant pour Henri, pouvait produire un leadership exceptionnel. Jane Seymour mourut en 1537 après Jésus-Christ, 12 jours seulement après la naissance d'Édouard VI, devenant la seule épouse d'Henri à décéder de causes apparemment naturelles tout en jouissant encore de son affection. Sa mort prématurée la sauva des dangers qui menacèrent plus tard toutes les autres épouses du roi, et sa mémoire resta idéalisée dans l'esprit d'Henri jusqu'à la fin. Anne de Clèves survécut grâce à une diplomatie habile et une coopération intelligente, acceptant l'annulation de son mariage et vivant confortablement en Angleterre jusqu'à sa mort en 1557 après Jésus-Christ. Catherine Howard fut décapitée en 1542 après Jésus-Christ, victime à la fois de son imprudence et de la paranoïa croissante d'Henri sur la fidélité de ses épouses. Sa jeunesse et son apparente innocence rendirent son exécution particulièrement choquante, montrant que même l'âge ou l'inexpérience n'offraient aucune protection contre la fureur royale une fois déclenchée. Catherine Parr réussit l'exploit extraordinaire de survivre à son mariage avec Henri VIII, utilisant sa maturité, son intelligence et ses talents diplomatiques pour naviguer avec succès les dernières années dangereuses de son règne. Le schéma qui émerge de ces 6 mariages révèle des aspects fondamentaux de la personnalité d'Henri, dépassant ses besoins dynastiques spécifiques. Son incapacité à accepter contradiction ou résistance, sa tendance à réinterpréter ses relations passées de façon de plus en plus négative quand elles devenaient gênantes, et sa disposition à détruire quiconque devenait un obstacle à ses désirs, révélait une personnalité fondamentalement narcissique, voyant autrui principalement comme un instrument de ses propres objectifs. Simultanément, l'intensité émotionnelle sincère de plusieurs de ses relations suggère qu'Henri n'était pas simplement un monstre calculateur, mais un homme profondément troublé dont le besoin désespéré de contrôle et de validation le poussait à des comportements de plus en plus destructeurs. Sa quête obsessionnelle d'un héritier mâle, bien compréhensible dans le contexte politique de l'époque, révélait une incapacité à accepter les limites ou les échecs, corrompant finalement sa capacité à établir des relations humaines saines. La tragédie des 6 mariages d'Henri VIII réside non seulement dans les vies individuelles détruites, mais aussi dans la démonstration de comment le pouvoir absolu combiné à une instabilité émotionnelle peut créer des cycles de violence et de traumatisme se perpétuant à travers les générations. Les filles d'Henri, Marie et Élisabeth grandirent dans une atmosphère de peur constante et d'incertitude sur leur légitimité et leur sécurité, expériences qui influencèrent profondément leur propre règne ultérieur. L'héritage final d'Henri VIII demeure profondément ambigu. Il transforma l'Angleterre en une puissance européenne indépendante et établit des précédents religieux et politiques durant des siècles. Toutefois, ces succès furent acquis par des méthodes incluant la violence systématique, la destruction de traditions précieuses et un traumatisme psychologique affectant non seulement ses victimes directes, mais toute la société anglaise.
Sa vie illustre à la fois les possibilités extraordinaires et les dangers terribles du pouvoir concentré, servant d'avertissement sur les coûts humains de l'ambition démesurée et de l'autorité sans limite morale adéquate. Il changea la foi d'une nation entière pour satisfaire ses caprices personnels, mais ne put changer son propre destin de mortalité et de déclin qui finit par vaincre tous les êtres humains, quel que soit leur pouvoir temporel ou leurs réalisations historiques. Son histoire reste l'un des exemples les plus dramatiques de la coexistence de grandeur et de monstruosité en une seule personne, créant un héritage inspirant à la fois admiration et horreur à travers les siècles. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, aimez et laissez votre commentaire. C'est la chaîne des empereurs. À la prochaine.